Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des championnats de France du contre-la-montre féminin, amateur, élite homme. Aujourd'hui on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée de championnat de France du chrono qui a démarré à 13h, qui s'est fini aux alentours de 17h30. On va revenir sur ce qui s'est passé du côté des filles, du côté des garçons. Il y a eu... des surprises un peu, quand même. Bonnes ou mauvaises. Ça dépend des fois. Et puis voilà, on va revenir sur tout ça. On commence par les filles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches. N'hésitez pas à me dire qui vous a déçu, qui vous a plu, voilà, comme d'habitude. Quand vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications, là c'est encore mieux. Il n'y aura pas d'habillage avec les maillots, parce que déjà du côté des filles, il y a des maillots qui ne ressemblent pas aux maillots des garçons, donc ça me fait toujours un petit peu chier de les mettre. Je suis même emmerdé pour le Tour de France féminin, parce que je pense qu'il va falloir que je les télécharge, les maillots. Il y a également les amateurs, où là j'ai pas les maillots du tout, et du côté des élites, je vais parler de beaucoup de coureurs, je pense à chaque fois dans chaque catégorie. Voilà, ça me permet d'éviter d'être obligé de changer le maillot toutes les 10 secondes au niveau du montage et que la vidéo arrive le plus vite possible pour vous, dès 21h. On commence par la course des filles. Pas vraiment de surprise du côté des filles. On retrouve le podium de l'année dernière. Ah, je voulais aussi... Tiens, avant de commencer avec les filles, je fais tout dans le désordre aujourd'hui. Déjà, je voulais dire, j'adore les championnats de France de chrono. Ça fait partie, alors c'est complètement con, vous savez, j'aime Paris-Roubaix, j'aime parfois des trucs un peu bizarres, l'Eurovision. J'adore les championnats de France du contre-la-montre. Je trouve qu'il y a toujours des surprises, du côté notamment des amateurs, qu'il y a toujours des coureurs qui se plantent, notamment Cavagna l'année dernière, qui s'était quand même bien planté. Il y a toujours des surprises parce qu'on a la force, du côté des garçons, un peu moins du côté des filles, de faire des parcours longs. Et c'est pour ça que je dis que je suis assez peiné de voir que notamment au championnat du monde, on a tendance à diminuer le kilométrage des parcours du contre-la-montre, parce que plus les chronos sont longs, plus il y a de surprises, parce que plus la gestion de l'effort devient difficile. Et je trouve qu'on devrait remettre des contre-la-montre longs sur les grands tours. Quand je vois que sur le dernier Tour d'Italie, quitte à n'en mettre qu'un contre-la-montre, on peut en mettre qu'un, mais quand je vois que sur le Tour d'Italie, on a un contre-la-montre de 10 bornes, même pas 10 bornes, et un contre-la-montre de 17 km, ça me fait un peu chier. Voilà. Je préfère les contre-la-montre de 45 km ou de 50 km qui, je trouve, sont plus intéressants. Voilà. Coup de gueule au niveau du contre-la-montre. Deuxième chose, on va revenir sur Alexis Brunel. Alexis Brunel qui prend sa retraite à 23 ans. C'est jeune, mais on en avait déjà parlé au moment de Tom Dumoulin. C'est quand même un phénomène dans le sport de haut niveau qu'on voit de plus en plus des jeunes, enfin des coureurs qui arrêtent jeunes, parce que Dumoulin, bon, il va quand même prendre sa retraite à 30 ou 31. Là, donc Alexis Brunel à 23 ans, où on s'aperçoit que malgré le fait qu'on passe de plus en plus facilement d'espoir ou de junior à élite, il y a de plus en plus de pression également dans les jeunes années et on a presque un phénomène de burn-out. Et du côté d'Alexis Brunel, je pense qu'il a un peu raté sa vocation. En plus, Godu, il est sympa à avoir comme ami, hein, parce que l'autre prend sa retraite. Il avait même à peine annoncé qu'il prenait sa retraite, et Godu qui mettait un taquet à la gueule. Oh, bah, il pensait plus au paddle qu'au cyclisme. C'est sympa, hein. Inviter David Godu à un enterrement. Hein. Ouais, mais en fait, Michel, c'était quand même un gros connard. Un peu ça, quand même. C'était peut-être pas le bon moment pour le dire. Tout de suite, ouais, tu peux peut-être attendre un délai. Mais du côté d'Alexis Brunel, je pense que c'était peut-être pas sa vocation première. Enfin, il est devenu cycliste professionnel parce que je suis sûr que ça arrivait comme ça. Parce que quand il était chez les jeunes, il était très performant, donc il est monté de grade très vite. Sauf qu'au bout d'un moment, bam, ça s'écroule. Parce que tu as plus d'adversité, parce que ça demande encore plus d'implication, plus de professionnalisme. Même pas plus d'implication toujours, mais plus de sérieux dans l'entraînement, dans la manière de faire, et que tu perds la passion.
et que c'est pas facile de garder la passion quand ensuite derrière tu as la pression, quand ça devient ton travail, que tu as la pression financière, que tu as la pression des sponsors, médiatique derrière, c'est compliqué. Et je pense que du côté d'Alexis Brunel, ça n'a pas marché de ce côté-là. Voilà, il a un peu craqué, tout simplement. J'avais été assez surpris qu'il rejoigne UAE. Bon, on avait été tous un peu surpris à ce moment-là. J'avais dit peut-être qu'UAE avait déniché quelque chose que Marc Madiot n'avait pas découvert. Sur le premier mois et demi, ça s'était quand même plutôt bien passé chez UAE. Je pense notamment au Grand Prix de la Marseillaise où il avait été à l'attaque. Il avait été à l'attaque 2-3 fois. Et c'est fou parce que dimanche soir, je me suis dit, tiens, ça fait depuis long parce que là j'ai vu qu'il y avait les championnats de France du contre-la-montre. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu le parcours, un peu les infos. Parce qu'au départ, j'étais parti pour faire une vidéo de présentation que j'ai pas eu le temps de faire. Et je m'étais dit, ah putain, ça fait depuis hyper longtemps qu'on n'a pas vu Alexis Brunel c'est en course. Et je m'étais dit, ah, c'est bizarre quand même. Alors peut-être qu'il avait une blessure. Je n'avais pas vérifié plus que ça. Je m'étais dit, tiens, c'est bizarre quand même, quand on ne l'a pas vu depuis longtemps. Bah, au final, c'était pas blessure, c'était plutôt un burn-out. Mais on s'aperçoit que c'est quand même un truc qu'on voit de plus en plus dans le sport. Il y a une jeune cycliste également chez les filles qui est à la Jumbo, qui a également fait elle, un gros burn-out parce que trouble alimentaire derrière. On s'aperçoit que là, c'est très compliqué le monde professionnel et que certains concurrents ont de plus en plus de mal à le supporter, cette pression induite par le sport professionnel. Bon, on commence par la catégorie féminine sur ce contre-la-montre. Pas de surprise, donc comme je le disais un petit peu en préambule, pas de surprise du côté des filles, c'est le même podium que l'année dernière, c'est-à-dire, et dans le même ordre, Audrey Cordon-Rago, Juliette Labousse, Cédrine Kerbaol. La seule différence, c'est que Kerbaol est passée d'Arkea à Cofidis. Audrey Cordon-Rago, qui reste quand même la fille française la plus performante avec Evita Music et Juliette Labousse. Je dirais que c'est un peu le top 3 du côté du cyclisme féminin. Malgré qu'elle ait eu la Covid en début de saison, elle a fait une sorte de Covid long. Donc elle a mis beaucoup de temps avant de revenir à son meilleur niveau. C'est vrai qu'on l'avait vue assez peu présente sur les classiques de début de saison. Elle avait eu un rôle d'équipière, mais même dans son rôle d'équipière, on l'avait vue parfois un peu plus active, un peu plus visible, du moins à l'écran, ça n'avait pas été vraiment le cas. Donc voilà, problème de Covid. Je pense aussi du côté d'Audrey Cordon-Rago, on commence à penser à l'après-carrière et qu'on commence à se dire, tiens, retraite, pas retraite. On l'a vu notamment, elle officie comme consultante de temps en temps sur Eurosport. Et puis voilà, elle a galéré, mais ça montre que c'est quand même une championne. C'était très touchant son interview d'arrivée à Audrey Cordon-Rago, parce que tu vois vraiment qu'elle a galéré. Tu vois vraiment qu'il y a eu une énorme période de doute. Elle était pleine d'émotions, Audrey Cordon-Rago, vraiment elle a dit, même à l'échauffement elle doutait encore. Enfin voilà, c'était vraiment très difficile pour elle, et je suis content parce que c'est quelqu'un de sympathique, encore une fois, et puis c'est une fille vraiment qui a souvent, qui les 3 quarts de l'année a un rôle de l'ombre. Audrey Cordon-Rago, à part les championnats de France quasiment, sinon elle a un rôle quand même très ingrat d'équipière. Et elle arrive toujours à s'exprimer à son meilleur niveau lors de ces moments-là, c'est-à-dire même les championnats d'Europe du monde où elle est quand même souvent visible, on la voit là encore, et ça reste pour moi la meilleure fille en ce moment du plateau, encore une fois avec Evita Music, qui a fait des très bons résultats depuis le début de saison, et Juliette Labousse, qui est peut-être un peu plus discrète, mais qui est quand même présente toujours dans les top 20 des courses importantes, et c'est des filles qu'on retrouvera normalement. Ça m'étonnerait quand même que Trek se passe Audrey Cordon-Rago au niveau au niveau du Tour de France. Ce serait, je pense, une erreur. 26 secondes sur Juliette Labousse, 35 sur Cédrine Kerbaol. L'écart entre Juliette Labousse et Kerbaol s'est réduit. C'est intéressant aussi Kerbaol parce que 21 ans, donc elle est encore toute jeune, Cédrine Kerbaol. 4e, Séverine Hérault, qui finit à 41 secondes. Coralie Demey, 52 secondes. 5e pour Saint-Michel-Aubert, 93. Une équipe que j'apprécie énormément. Coralie Demey, qui, particularité, en interview, a dit « J'en ai pas mis assez dans la dernière partie de course ». Elle avait énormément de regrets, elle était très déçue. Coralie Demey. Marion Boras,
du team féminin Auvergne-Rhône-Alpes, 6e, devant Maëlle Grossetête. Alors assez surpris quand même du faible niveau de la FDJ sur cette course, avec une Maëlle Grossetête seulement 7e. C'est pas foufou. Ça serait intéressant un peu de s'intéresser au niveau du contre-la-montre. Voilà, parce que seulement 7e pour une équipe qui est quand même l'équipe la plus performante aujourd'hui en France. C'est un peu dommageable d'être aussi loin. Sandra Lévenez, 8e pour la Cofidis. Anaïs Moréchon, 9e. Et puis surprise également, enfin surprise, demi-surprise, Aude Bianic. Pas une saison facile pour Aude Bianic. On en avait parlé du côté de Paris-Roubaix. Je m'en souviens. J'avais été assez critique avec elle. Ça a été là aussi un petit peu compliqué, encore une fois, pour Aude Bianic. Elle n'a pas des grandes jambes depuis le début de saison. 1,54, ça fait quand même beaucoup sur 25 km. On était sur un parcours réduit du côté des filles. Moi, c'est toujours un truc qui m'énerve parce que je dis toujours que les filles sont aussi capables que les garçons de faire 44 km de contre-la-montre. Quand j'ai entendu, il y a une phrase qui m'a énervé quand j'ai entendu Jackie Durand dire c'est tout à fait normal. Non, c'est pas normal. Dans le foot, les filles, elles jouent 90 minutes, elles jouent pas 40. La meilleure qu'on dise c'est tout à fait normal. Non, c'est habituel. Mais c'est pas tout à fait normal. C'est habituel parce que c'est ça sur toutes les courses et sur le Tour de France. Mais c'est pas normal. Elles sont capables de faire 200 bornes, les filles. Elles ont également 2 jambes, 2 pieds, 2 genoux. Donc je pense qu'elles sont en capacité de le faire. Je poursuis donc après le contre-la-montre féminin avec le contre-la-montre amateur. On pensait que l'archi-favori c'était Corentin Hermenot. Et ben l'archi-favori a été battu. Corentin Hermenot battu. Alors Corentin Hermenot, on rappelle, champion d'Europe de poursuite. Triple médaillé, non quadruple médaillé, triple, je ne sais plus. Du côté des Paralympiques, parce qu'il y a une médaille qui leur a été redonnée après dopage. Les Polonais ont été pris pour dopage, donc ils ont récupéré une médaille de bronze. Corentin Hermenot a récupéré une médaille de bronze en tant que guide. Du côté des Paralympiques, j'ai oublié, il était guide de quel coureur. Je vais regarder tout de suite parce que c'est un truc qui se fait pas. Corentin Hermenot, guide. Hop. Mais il lui a manqué un peu, je pense, de réserve. Alexandre Loveras. Voilà. Loveras. Donc ils ont récupéré une médaille. J'aurais fait ça. Donc il a manqué, je pense, peut-être un peu de travail foncier sur la route. C'est vrai qu'au niveau des Paralympiques, le kilométrage est aussi un petit peu différent, un peu plus court. Donc peut-être qu'il a manqué un peu de longueur. C'était un peu trop long, peut-être pour Corentin Hermenot. Et puis il est tombé surtout sur un énorme Antoine Devanne qui lui a collé quand même 35 secondes. Antoine Devanne, il n'y a que Corentin Hermenot qui est dans la minute. Antoine Devanne, Vendée U. Moi, si j'étais Total Energy, je regarderais. Parce que j'ai regardé un petit peu ses résultats quand même chez les amateurs, les résultats que j'ai trouvés, notamment grâce au site Direct Vélo. Moi, je le ferais monter du côté des professionnels l'année prochaine. Pierre Thierry, 3e. Lui, il doit également s'entraîner. Je crois que c'est avec Arkea. Il doit devenir stagiaire. Et puis Evan Costiou, 4e devant Romain Bacon du CC Nogent-sur-Oise, Michael Guichard qui eux sont un petit peu presque des légendes du cyclisme amateur français, Benjamin Marais, Thomas Delphi, Dorian Caro et Luca De Vincenzi ou De Vicenzi, je ne sais pas si on doit prononcer à l'italienne ou non, qui finit 10e. Donc voilà, belle performance d'Antoine Devanne devant Corentin Hermenot et Pierre Thierry. Belle performance quand même de Pierre Thierry parce qu'il est parti dans les premiers concurrents. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de temps de référence. Donc belle perf quand même de la paire de Pierre Thierry. On passe désormais à la catégorie élite. Alors juste pour vous dire que du côté des amateurs, Antoine Devanne fait quand même 8e temps au général à 2 minutes 56. Et Corentin Hermenot fait 12e temps. Et Pierre Thierry fait 17e temps. Donc c'est Pierre Thierry. Et oui, il est un petit peu loin, mais encore une fois. Bon. Enfin, un petit peu loin. Alors, l'écart est important, mais ce sont des jeunes coureurs aussi. C'est des coureurs qui n'ont pas l'habitude de rouler avec les professionnels. C'est ça qui est bien aussi avec les championnats de France du contre-la-montre. Le fait d'avoir des mélanges de catégories, c'est que ça permet à ces jeunes coureurs-là de se jauger, de s'étalonner par rapport à des élites. Le titre
Pour Bruno Armirail, alors sur ces championnats de France de chrono, on sentait qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Bruno Armirail, il voulait montrer à la Groupama que le fait de ne pas l'avoir mis dans l'équipe du Tour de France, c'était une erreur. Pierre Latour, il voulait montrer qu'il était de retour après une blessure. Rémi Cavagna, il voulait se refaire après avoir été décevant, c'était Dauphiné sur le chrono. Oui, parce c'était le Dauphiné, je ne sais plus. Je crois que c'était le Dauphiné, hein, où il s'est planté sur le chrono. Ou c'était le Tour de Suisse, je ne sais plus. Dauphiné, Tour de Suisse, voilà. Et puis voilà, il y avait des jeunes coureurs qui avaient envie de se montrer également du côté de cette catégorie. Donc victoire de Bruno Armirail. C'est vrai que moi, quand j'ai vu Bruno Armirail pas pris pour la sélection Groupama FDJ, alors qu'on prend Antoine Duchesne, bon, Armirail, il est très bon sur le plat, il passe les bosses aussi. Armirail. Il y a quand même des étapes où avoir Armirail, ça peut avoir son intérêt parce qu'il passe quand même bien les bosses. Je pense notamment les étapes genre Saint-Étienne, genre Mende. Il est capable d'être avec son leader du côté de Mende. Je pense à l'étape de Millau. Antoine Duchesne, je suis pas convaincu. Hein. Antoine Duchesne, c'est quand même surtout un mec qui est bon sur le plat. Un peu surpris. Donc il a remis quand même les pendules à l'heure. Et puis, c'est un titre. L'année dernière, voilà, il n'avait pas pris le titre. Donc voilà, belle perf de la part du Bruno Armirail. Devant Rémi Cavagna, encore une fois, Rémi Cavagna, les jambes ne sont pas exceptionnelles. Il est pourtant parti très fort, Cavagna. Mais il n'a pas tenu sur la longueur. Donc ça montre bien que physiquement, il n'est pas au top. Parce que techniquement, sur un parcours comme ça, sur la longueur, ça aurait dû suffire. Enfin voilà, Cavagna, il a quand même techniquement une marge quand même en France. Et normalement, il doit avoir au moins une quinzaine de secondes, vingtaine de secondes d'avance sur Armirail s'il est en réelle condition physique. Donc ça montre qu'il y a un problème. Troisième, Benjamin Thomas, il l'avait quand même indiqué qu'il n'avait pas préparé cette discipline, donc c'est pas une surprise. Pierre Latour, quatrième à 1,52. Je rappelle que Pierre Latour a été 2 fois champion de France du contre-la-montre. On dirait pas comme ça quand on termine à 1,52. Hein. Pierre Latour, il est plus bon sur le chrono. Il est plus très bon sur le chrono. Et c'est quand même inquiétant à 10 jours du Tour de France. Même pas 10 jours, à une semaine, parce que c'est vrai que le Tour commence vendredi prochain. C'est quand même hyper inquiétant d'être à une. C'est surtout l'écart. Encore la place, il est quatrième. S'il est quatrième à 40 secondes, je me dis, c'est pas mal. Quatrième à 1,52. Ça cogne un peu derrière la tête. Guernalec, cinquième. Progresse Guernalec dans la hiérarchie des rouleurs de contre-la-montre. Et pourtant, je pense qu'il n'est pas non plus à son top physique. Clément Davis 6e, un peu décevant. Nance Peters 7e, surprenant. Nance Peters, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau, à cette place-là, à ce niveau-là. Juste derrière, Antoine Devanne devant DU, qui a fait quand même un super chrono. Le mec est quand même 8e. Au niveau élite. Devant Anthony Pérez, Kevin Vauquelin, Stéphane Rossetto, toujours là, 11e, 3,21. Devant Corotin Hermenot, Enzo Paleni, de Groupama Continental. Juste devant Romain Grégoire, qui finit à 3,34. Devant Mathis Louvel, qui est quand même pas un spécialiste du chrono. Clément Carissé, Pierre-Thierry, Van Costou. Parmi les déceptions, peut-être quand même Eddy le 8-12, 4,48. De Novad Grondin aussi, qui est quasiment à 5 minutes. Johan Payot aussi, 4,45. Plus tout jeune aussi, Johan Payot. Donc ça, c'est peut-être ça, information. Et puis Antoine Rogel, 5,45. Mais j'étais très surpris de le voir au départ, Antoine Rogel. Je pense qu'il y avait peut-être mieux quand même chez AG2R. Du côté des coureurs qui pouvaient faire un bon contre-la-montre. Et donc Dorian Foulon a fini 83e. Je rappelle que Dorian Foulon, champion paralympique sur route notamment, qui finit à 22 minutes, on me met, mais surtout qui avait roulé pour Saint-Michel, Aubert 93 à l'époque, Dorian Foulon, qui était dans l'Occitane Cyclisme Formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même s'il n'y avait pas d'avis-age, c'est 20 minutes de vidéo. Nous, on se retrouve donc pour la course sur route, la course en ligne, de ces championnats de France d'équitation. Rien à voir, de cyclisme.
On fera également le débrief de la course féminine et masculine. Alors je ne sais pas si on fera 2 débriefs séparés ou si je ferai un débrief commun des 2 courses. Ça dépendra de ma motivation samedi. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.